Bruno Le Maire, vous êtes ministre des Finances, de l'économie, de la souveraineté industrielle et numérique du gouvernement français. Juste par curiosité, c'est quoi la souveraineté industrielle quand on fait partie d'un groupe comme l'Union européenne? La souveraineté industrielle, ça veut dire l'indépendance industrielle. Vous savez que le président de la République a fait de cette question de l'indépendance, de la souveraineté, une question majeure pour la nation française. Ça veut dire faire revenir de l'industrie en France. Ça veut dire avoir une industrie verte puissante. C'est un des grands enjeux du XXIe siècle. Avoir une industrie verte puissante dans la décarbonation, dans l'hydrogène, dans les panneaux solaires, dans les batteries électriques. Donc c'est ça la mission qui m'a été confiée par le président de la République, avoir une industrie verte, puissante pour le XXIe siècle. Oui. J'aimerais bien vous poser des questions à ce sujet-là parce que vous êtes aux Émirats actuellement et que la COP28 va être bientôt dans ce pays. L'industrie verte, est-ce qu'elle est plus chère dans le sens économique que l'industrie classique ou traditionnelle? D'abord, je voudrais dire à quel point nous souhaitons que cette COP28 que vous avez mentionnée soit un grand succès. Une COP de solutions, qui apporte des solutions concrètes. Et nous apportons évidemment tout notre soutien aux Émirats arabes unis qui ont une responsabilité historique de faire de cette COP28 un succès. Je suis sûr que nos amis émiratis y arriveront. Ensuite, est-ce que ce sera plus cher? Oui. L'indépendance a un prix et la décarbonation a un prix. Donc je ne l'ai jamais caché. C'est plus cher de faire de l'aluminium vert qui va être utilisé dans vos voitures. Parce qu'il faut que l'industrie de l'aluminium soit décarbonée, il faut le faire avec de l'hydrogène qui coûte très cher. Donc oui, ce sera plus cher, mais il y a un prix à payer pour notre planète. Et ce prix, c'est celui de la décarbonation, c'est celui de l'industrie verte. Pour arriver à payer ce prix, il faut que les États mettent de l'argent. Nous allons mettre beaucoup, on va mettre 9 milliards d'euros par exemple sur l'hydrogène. Mais il faut aussi que nous mobilisions tous les financements de États proches, de nos amis, et le financement privé. Je crois qu'il est essentiel que nous réfléchissions à des modalités de financement différents pour faire face à une addition qui va être très lourde. Comment vous expliquez que depuis 2015, il n'y a pas un engagement vraiment de la part des États? C'est ce que les activistes disent, les organisations écologiques. Oui, mais je crois que ce n'est pas la vérité. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, bien entendu, oui. Et que l'urgence climatique, elle est là, elle appelle des réponses radicales, des réponses puissantes du point de vue financier, une vision de long terme aussi. Donc c'est très bien qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des organisations non gouvernementales, des associations, pour aiguillonner les États, pour dire vous devez faire mieux. Ça, c'est leur rôle. Mais reconnaissons quand même que beaucoup d'États, la France la première, ont fait des efforts considérables de décarbonation de leur économie. Moi, je regarde les émissions de CO2 de la France, elles sont parmi les plus basses de tous les pays développés de la planète. Donc oui, nous avons fait des efforts, oui, nous pouvons et nous devons faire mieux, mais ne disons pas que rien n'a été fait parce que je pense que ça décourage toutes les bonnes volontés. Oui. Mais est-ce que c'est pour cela que vous êtes dans les pays du pétrole, pour avoir plus de l'argent concernant le climat? Non, c'est pour qu'il y ait un engagement. C'est des pays de pétrole qu'en fin de compte. Bien sûr. C'est quoi l'engagement de ces pays? Mais vous savez, si vous commencez à opposer les pays qui sont les pays du pétrole, les pays du Golfe, aux autres pays développés, en disant nous, on est décarbonés, c'est super, mais vous êtes les pays des énergies fossiles, c'est pas bien. On n'arrivera à rien. C'est la planète qui est en jeu. Il ne faut pas opposer les États. Il faut faire coopérer les États les uns avec les autres. Et avoir un pays comme les Émirats arabes unis, qui est un pays d'énergie fossile, gaz, pétrole, oui, qui s'engage dans la décarbonation. Alors certains qui disent mais c'est un contre-signal. Tout à fait. Je crois exactement l'inverse. Je pense au contraire que c'est bien, nécessaire, que les pays producteurs d'énergie fossile, en particulier les pays du Golfe, s'engagent dans la décarbonation. Quand je vois des pays dans le Golfe, par exemple l'Arabie Saoudite, qui s'engagent dans l'hydrogène vert, quand je vois le développement des panneaux solaires partout à travers la région du Golfe, je me dis mais c'est ça la direction à suivre. Et nous devons tous avancer dans la même direction. On ne peut pas dire qu'il y a une seule planète, ce qui est une évidence, et dire qu'en revanche, il y a des dizaines d'États différents et que chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on travaille tous dans la même direction,
en tenant compte de notre histoire, de notre passé, des besoins de notre population, mais avec la même ambition, décarboner nos économies le plus rapidement possible. D'accord. Vous êtes dans la région depuis un petit moment, vous avez fait des visites au Qatar, en Arabie Saoudite et maintenant aux Émirats. C'est quoi le but? Est-ce qu'il y a une grande ligne? Oui, je pense que... Si vous étiez rédacteur en chef d'un journal, quel titre mettiez-vous pour... Je pense que le titre, c'est le renforcement de la coopération entre la France et les États du Golfe. C'est notre volonté de travailler ensemble. Vous voyez bien que nous rentrons dans une ère nouvelle de la mondialisation, où les coopérations ont changé, où les relations sont en train d'évoluer, avec un défi historique, l'énergie. Oui. Nous sommes dans la région de l'énergie, la région des énergies fossiles. Et cette région a pris la décision de s'orienter désormais vers la décarbonation. Nous voulons encourager ces États à aller vers la décarbonation et coopérer avec eux, parce que nous avons besoin de travailler ensemble. Prenez l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, nous allons en produire en France. C'est la volonté du président de la République. Nous avons mis, je l'ai dit, 9 milliards d'euros et nous allons avoir tout le cycle de production de l'hydrogène vert. De l'énergie décarbonée, soit du renouvelable, soit du nucléaire, des électrolyseurs pour produire l'hydrogène, et ensuite cet hydrogène sera utilisé dans nos industries. Mais nous avons conscience que malgré ces efforts nationaux, nous aurons besoin aussi de coopération avec un certain nombre d'États, dont les États du Golfe. Donc oui, le sens de cette visite, c'est renforcer la coopération entre la France et les États du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, sur cette question fondamentale de l'énergie décarbonée. Oui, c'est aussi prendre de l'énergie ou enfin avoir aussi du gaz et du pétrole de cette région parce que la Russie, actuellement, vous n'avez pas de relation avec la Russie et que vraiment, je crois que c'est un hiver qui est très dur pour les Européens. Bien sûr, mais c'est un hiver auquel nous avons su faire face, sans coupure d'électricité, parce que nous avons coopéré, parce qu'il y a eu une solidarité européenne. Quand la France a eu besoin d'électricité, d'autres États européens lui en ont fourni, parce que nous avons fait preuve de sobriété. Nous avons tous su économiser notre énergie. Les entreprises, les ménages, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis des ménages français, des entreprises françaises qui ont fait ces économies, qui nous permettent de passer l'hiver sans coupure d'électricité. Et parce que notre compagnie nationale, EDF, avec ses ingénieurs, avec ses salariés, avec ses ouvriers, a travaillé très dur pour remettre en état des réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt. Je veux saluer le travail qui a été fait par EDF. Ensuite, sur la fourniture en gaz dans les pays du Golfe. L'énergie, ce n'est pas un bouton on-off. La fourniture d'énergie d'un pays, ce n'est pas un bouton on-off. On consomme du gaz, il faut progressivement se séparer des énergies fossiles. Nous avons une ambition zéro carbone qui est très claire, qui a été réaffirmée par le président de la République, mais il faut faire les choses en tenant compte des transitions qui sont nécessaires. Oui, nous avons encore besoin de gaz. Nous voulons nous séparer des énergies fossiles le plus vite possible, accélérer sur la décarbonation, mais on le fera d'autant plus facilement que la transition se fera sans brutalité. Donc oui, nous avons besoin de GNL, oui, les États du Golfe nous en procurent, à la France comme à d'autres États européens. C'est ce qui doit nous permettre de faire une transition sans brutalité. Transition la plus rapide possible, mais sans brutalité, ni pour nos ménages, ni pour nos entreprises. Et utiliser le nucléaire à nouveau. Mais le nucléaire, nous, c'est la conviction que nous avons en France. Le nucléaire est une solution parmi d'autres. Ce n'est pas la solution miracle, il n'y a pas de solution miracle en matière énergétique. Mais c'est une solution parmi d'autres, c'est une énergie qui est décarbonée, c'est une énergie qui est sûre, c'est une énergie qui garantit la continuité d'approvisionnement. Donc nous avons fait ce choix. Le président de la République a pris une décision stratégique qui est de réaliser 6 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2035, peut-être même un peu plus tôt. Et du coup, nous avons défini, planifié une stratégie énergétique qui est très claire. Je le dis à tous nos amis du Golfe qui nous écoutent, la France a une stratégie énergétique très claire sur 3 piliers. 1, les économies d'énergie. 2, l'accélération du développement des énergies renouvelables. 3, le nucléaire. L'État français est probablement un des États européens qui a aujourd'hui la stratégie énergétique la plus claire,
mais aussi la plus ambitieuse en matière de décarbonation. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une contradiction avec ce qu'on appelle l'environnement vert, le changement climatique, avoir besoin du nucléaire actuellement? On avait pensé que les stations allaient se fermer. C'est un des grands débats, mais vous savez, moi je lis les rapports du GIEC. Oui. C'est le GIEC lui-même qui dit qu'on ne peut pas faire sans le nucléaire. Je lis les rapports des scientifiques, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici qui a un rôle important en France, qui est scientifique. J'écoute ce que me disent les scientifiques, ce que me disent les ingénieurs. Et eux-mêmes me disent, le nucléaire, c'est une solution parce que c'est une énergie qui est totalement décarbonée. Si notre objectif, c'est vraiment la décarbonation, eh bien l'énergie nucléaire fait partie des solutions. C'est la conviction de la France, c'est le choix stratégique qu'a fait la France, et j'estime que ce choix doit être respecté par nos partenaires. Oui. Monsieur le ministre, nous savons que la Russie a vraiment compté sur un hiver dur pour les Européens, mais aussi des problèmes économiques comme conséquence de la guerre qui se passe en Ukraine, et peut-être beaucoup d'opinions politiques disaient qu'il va y avoir beaucoup de problèmes pour les gouvernements européens et peut-être que les pays allaient vraiment affronter des problèmes concernant l'Europe qui affronte la Russie, mais au fait qui fait partie plus de l'Europe que l'Amérique a fait un piège aux Européens. Nous n'allons pas parler de la politique concernant ce sujet-là, mais il y a des conséquences économiques. Vous êtes le ministre des Finances et de l'économie en France. C'est quoi ces conséquences économiques? Nous voyons des manifestations dans la rue, à Paris ou dans d'autres villes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant cette économie-là? D'abord, je pense qu'il faut bien séparer les sujets pour éviter toute confusion. Oui. Il y a aujourd'hui des manifestations en France, tout simplement parce que nous avons fait le choix, avec le président de la République, avec la première ministre, de faire une réforme des retraites, qui avait été promise par le président de la République dans sa campagne électorale, dans sa campagne présidentielle. Nous la mettons en place, elle va arriver au Parlement. C'est jamais facile de demander aux gens de travailler plus longtemps. Je pense que c'est bon pour le pays. Je pense que ça va garantir la prospérité de la France dans les années qui viennent. Ça va garantir la pérennité de notre modèle social, mais c'est difficile à faire comprendre, c'est difficile à faire accepter. Il y a donc des manifestations, elles sont légitimes dans une démocratie, et nous allons faire tout le nécessaire pour convaincre nos compatriotes que la réforme des retraites que nous mettons en place est efficace, elle garantit le financement des retraites pour les années à venir, et puis elle est juste parce qu'elle tient compte de la situation de ceux qui ont un métier pénible ou qui ont commencé tôt dans leur vie active. Ça, c'est un sujet différent. Et puis il y a les conséquences de la guerre en Ukraine. La conséquence, c'est qu'il y avait une inflation avant la guerre en Ukraine, qui était due à la reprise économique, mais que la guerre en Ukraine a accéléré cette inflation à cause des problèmes d'énergie et à cause des problèmes d'approvisionnement en matières premières, notamment en blé. Mais je vais vous les dire, aliments aussi. Et les aliments, exactement, qui ont beaucoup enchéri en France. Qui ont beaucoup augmenté et qui sont probablement ce qui aujourd'hui est le plus dur à supporter pour une famille française. Mais je vais vous dire ma conviction profonde de responsable politique. Les valeurs ont un prix. La liberté a un prix. La défense de la souveraineté territoriale d'un pays ami comme l'Ukraine a un prix. Et je pense que c'est l'honneur de la France, l'honneur de tous les pays européens, d'avoir fait bloc face à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a agressé sans raison l'Ukraine. Et je veux insister sur le sans raison, parce que je sais que dans la région, on dit beaucoup « mais c'est les Européens qui avaient promis à l'Ukraine qu'ils adhéreraient à l'OTAN ». Mais c'est faux. Il n'a jamais été question de cela. Donc Vladimir Poutine a fait le choix d'agresser sans raison l'Ukraine. Et je veux vraiment insister sur le fait que c'est sans raison. L'Europe n'avait pas promis à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. L'Europe n'avait pas fait de promesses qui auraient pu heurter la Russie. La Russie agresse l'Ukraine. Nous avons fait le choix, avec le président de la République, avec l'ensemble des États européens, de protéger l'Ukraine, de protéger la souveraineté d'un État.
Et je pense que tous les États à travers la planète devraient se dire j'espère bien que les choses iraient de même si j'étais aussi agressé. La souveraineté, ça nous concerne tous. Le respect des frontières, ça nous concerne tous. Ça vous concerne en Europe? Non, ça nous concerne tous partout. Non, ça vous concerne seulement en Europe. Mais au Moyen-Orient, ça ne vous concerne pas vraiment. Je pense que c'est une erreur de considérer que ce conflit est un conflit strictement régional. Les valeurs sont des valeurs qui concernent tous les États de la planète. Tous les États de la planète veulent que leurs frontières soient respectées. Et ils ont intérêt à ce que nous défendions des frontières quand elles sont agressées. Et par ailleurs, on voit bien que l'inflation, ce n'est pas un sujet pour l'Europe, c'est un sujet pour le monde entier. Lorsqu'il y a une crise de l'énergie ou une crise des produits alimentaires, ça nous concerne tous, sans exception. En tout cas, moi je veux vous dire la fierté qui est la mienne comme responsable politique français, comme responsable politique européen, de voir que, à l'initiative du président de la République, à l'initiative de beaucoup de chefs d'État européens, l'Europe a fait bloc. Elle a été unie et elle a été forte. Elle a dit qu'elle n'est pas contre la Russie aussi, la Bien France. sûr. Ce n'est pas une guerre contre la Russie. C'est certainement pas une guerre contre la Russie, c'est un engagement pour l'Ukraine, pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Et vous savez, on dit tellement partout à travers la planète, « Ah mais l'Europe, elle est divisée, l'Europe, elle est faible, l'Europe, elle n'est pas capable de défendre ses valeurs. » Mais nous venons d'apporter la preuve que l'Europe avait encore de la jeunesse en elle, de la jeunesse qui lui permet d'être unie, et de la jeunesse qui lui permet de se donner des moyens de défendre ses valeurs. Quand on défend ses valeurs, c'est qu'on est jeune. Quand on défend plus ses valeurs, c'est qu'on a vraiment beaucoup vieilli. L'Europe est jeune. Monsieur le ministre, pour parler un peu de ce qui vous concerne en tant que ministère, vous avez parlé du Bitcoin et vous avez parlé aussi, parce que j'ai vu un peu sur vos dernières déclarations, sur la réglementation du numérique. Est-ce qu'on peut expliquer un peu la politique de la France vis-à-vis du Bitcoin, premièrement ce qu'on appelle crypto-money, et le règlement du numérique? Est-ce que ce n'est pas un handicap pour la liberté d'expression, disons un pas qui ne protège pas la liberté d'expression, disons? Il y a deux conceptions assez différentes, je le reconnais très volontiers. Il y a la conception anglo-saxonne qui considère qu'il ne faut aucune limite à la liberté. Donc si vous voulez créer des bitcoins, vous le faites, il n'y a pas de réglementation. S'il y a des réseaux sociaux, il ne faut pas qu'il y ait de réglementation, il ne faut pas qu'il y ait de contrôle des contenus. Ça, c'est la vision anglo-saxonne. Tout à fait. Et puis il y a une vision européenne que la France défend avec beaucoup de fermeté, qui considère qu'il doit y avoir des limites, des régulations, que c'est dangereux de laisser les crypto-monnaies sans aucune régulation. Nous croyons à la possibilité des crypto-monnaies, mais nous considérons qu'il faut une régulation pour protéger les épargnants, pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient abusés, qui mettent toutes leurs économies sur des crypto-monnaies, qui soient ruinés, c'est tout. Qu'il y ait des crypto-monnaies, très bien. Qu'il y ait de l'innovation financière. Nous sommes un grand pays d'innovation financière, la France. Donc je crois beaucoup à l'innovation financière. Je pense que c'est très bien d'avoir de la blockchain. J'ai été un des grands soutiens de la blockchain. Mais il faut qu'il y ait une réglementation pour protéger les épargnants, pour éviter que des arnaqueurs, des effondrements de la valeur des monnaies. Nous, notre responsabilité, c'est de protéger les gens, de protéger les épargnants, de protéger les ménages. Donc la liberté, oui, mais sans que ça menace les économies des uns ou des autres. Même chose pour les réseaux sociaux. Nous croyons à la liberté d'expression. On l'a suffisamment reproché à la France d'être parfois trop libre dans son expression sur un certain nombre de sujets. Mais le numérique ne peut pas être le Far West, où chacun règle ses comptes sans aucun contrôle, où vous avez des déversements de messages de haine, de messages racistes, de messages agressifs. Ça n'est pas notre conception des réseaux sociaux. Donc nous voulons qu'il y ait une régulation. C'est difficile quand même, c'est très, oui, très délicat, c'est très fin, de savoir c'est quoi l'antisémitisme, c'est quoi la haine, c'est quoi l'islamophobie. La France est une nation fine, la France est une nation délicate,
La France est une nation subtile qui aime les détails. C'est ça le continent européen de manière plus générale. C'est un continent de détails, où nous faisons attention aux détails. Oui, il y a des mots qui blessent, il y a des mots qui agressent, il y a des mots qui insultent, et nous estimons que ces mots n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Pour autant, nous croyons aussi à la liberté d'expression. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Mais nous pensons que cet équilibre-là, c'est ce qui fait justement la force de l'esprit européen et de l'esprit français. Ma dernière question, en tant que Libanaise, il y aura un congrès, une conférence, disons, entre le 7 et le 10 février pour le Liban. Qu'est-ce que vous attendez qu'il y ait une solution politique, une aide économique? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe? J'aime profondément le Liban. Je me suis rendu à plusieurs reprises. Il y a un homme d'État qui est engagé totalement pour le Liban. C'est le président de la République française. S'il y a une personne qui se bat sans relâche pour trouver des solutions, pour apporter des financements, pour essayer de construire des solutions politiques pour le Liban, c'est le président de la République française. Donc vous pouvez compter sur lui. Je sais que toute son énergie, et donc derrière la mienne, sera mise pour apporter des solutions au peuple libanais et à la nation libanaise. Merci, M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci beaucoup.